C'est la suite de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la dernière monarchie du continent, le Swaziland, devenu l'Eswatini. J'ai avec moi mes trois invités. Alain Jules Meunier, vous êtes journaliste, diplomate de formation. Guy Mafimba, qui est donc gestionnaire des systèmes informatiques, et le politologue sénégalais. Oumaba, vous vouliez répondre justement par rapport à l'analyse de notre ami Guy, non plutôt Alain Jules Meunier sur la question de la démocratie relative. Sur 3 points essentiellement. Sur la question de ce fameux tropisme, parce que j'ai toujours l'impression aussi qu'on sublime tellement ou on falsifie un peu l'histoire. Parce que de là d'où je viens, je sais que même dans nos royaumes, au temps des anciens, il y avait une forme de démocratie, entre guillemets, participative. Le gars ne se levait pas un matin. Chez nous, on appelle ça le mbongi. On se retrouvait sous l'arbre. Quand vous êtes chez vous, c'est où? Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville. Dans les villages. Quand il y avait les gestions de la cité, il y avait une gestion collégiale. Il y avait une gestion collégiale. Le chef, le roi ne décidait pas seul. Rappelez-nous le nom du royaume, du peuple. Le royaume Congo, il y a eu le royaume Congo, le royaume Téké avec le roi Makoko. Mais c'était un système collégial. Il ne décidait jamais seul. Jamais seul. Ça, c'est le premier point. Avec des notables. Hein, avec des notables. Qui faisaient office de parlement. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Lorsqu'on parle du temps, oui, on n'est pas encore mature, il faut nous laisser, on appelle 50 ans. Moi aussi, je veux m'inscrire en faute en cela. Donc, je parle toujours du contexte. Parce que aujourd'hui... Comment ça, vous voulez... oui, allez-y. Que le temps, parce qu'il faut laisser le peuple dans une phase de maturation pour s'adapter à un certain nombre de systèmes de gouvernance. Je continue aussi à m'inscrire en faux, parce que jusqu'aujourd'hui, les pays africains, lorsqu'on leur fait des remarques ou des reproches sur leur gouvernance, il nous faut laisser le temps, nous sommes à peine 60 ans d'indépendance. Je m'inscris en faux, parce qu'aujourd'hui, le contexte, avec les formations et autres, c'est une population très jeune. Ils pouvaient s'adapter. Troisième élément que je voulais souligner. Parce que moi, je veux me mettre à la place des populations de ce royaume. Je ne me mets pas à la place des multinationales ou des États-Unis. Je me mets à la place des populations. Alors, parce que j'ai parlé d'éthique, pour dire, est-ce que ce qui se passe dans ce royaume a eu une espèce de consensus de ces populations pour qu'on puisse les gérer comme à l'ancien temps. Monsieur Mafimba, la question que vous posez, elle est sans doute pertinente, mais elle méconnaît aussi, on va en débattre ici, les ressources sociologiques qui font de nos sociétés africaines. Je vais vous donner des exemples concrets. Oui. Quand j'étais étudiant, j'étais allé dans un pays que je n'ai pas besoin de citer, faire une étude monographique. Pas immersion avec la méthode accélérée de recherche participative. Vous allez dans des localités et vous abordez les populations et vous dites, est-ce que vous êtes allé voir telle personne? On dit, non, pas encore, on commence par vous dire, non. Allez le voir, ce qu'il vous dira, c'est ce que nous pensons, c'est notre point de vue. Il y a une aptitude naturelle à renoncer à soi et à déléguer à l'autre son avis et son point de vue, mais c'est librement vécu et librement consenti. Mais là aussi, il faut se demander jusqu'où est le point d'arrêt et où commence l'arbitraire, où commence la confiscation des libertés, puisqu'on ne sait jamais les rapports d'influence qu'il y a entre les uns et les autres. Oui, mais c'est vrai que quand on va dans un pays donné et qu'on ne va pas au plus profond, c'est-à-dire l'ethnographie. Absolument. Parce que l'ethnologie, hein, c'est pas pratique, mais l'ethnographie, je veux que les mots ont un sens. On est d'accord. L'ethnographie, c'est l'étude vraiment de tous les caractères, les us et coutumes, etc. À partir de là, on sait très bien que on ne va pas balancer ces mots de liberté, ces mots de démocratie, alors que le peuple a toujours été, entre guillemets, soumis au roi. Alors, je ne sais pas par quelle alchimie,
certaines personnes pensent que la démocratie arrivera comme cela, leur fameuse démocratie. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'on peut vivre autrement, qu'on peut valoriser, Exactement. on peut se valoriser autrement. Vous savez, aujourd'hui, nos grands-mères ont accepté des choses que nos sœurs d'aujourd'hui n'acceptent pas. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, c'est pour cela que j'incite sur l'ethnographie. C'est très important. Oui, mais une fois on maîtrise mieux. Il dit la notion du temps. Il dit aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé. Mais non, on apprend de l'autre. C'est fictif. C'est fictif, dites-vous. C'est fictif. Quel monde globalisé? Je vous dis que c'est fictif. Pourquoi? En Afrique, est-ce que, par exemple, la fameuse mécanisation est aussi importante que celle de l'Occident ou des États-Unis, de l'Amérique en général? Non. Alors, il est sincèrement, pour moi, hein, bien évidemment, je n'ai pas la science infuse, mais je me dis que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Que le soit la vendeuse de tomates, parce que n'ayant aucun système de conservation, brade ses tomates, vous ne trouvez pas qu'il faut créer un mécanisme qui lui permette des sortes de chambres froides pour conserver son produit et justement, il faut le faire. Est-ce qu'on peut rester sur l'ethnographie? L'ethnographie, là, je voulais apporter un élément. En Afrique du Sud, oui. Dans le grand groupe noir, il y a les Nsosa, il y a les Zoulous et les Ntwasi. Ça dit que c'est le même peuple qui se retrouve en soi-disant. C'est une partie qui se retrouve jusqu'au Mozambique. Donc, comment pouvez-vous expliquer que ces Chouassis, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui étaient en Afrique du Sud, qui ont combattu contre l'apartheid parce qu'ils estiment que leur liberté est fondamentale. Donc, comme par hasard, accepte la domination aussi rétrograde, aussi. Et vous allez faire les conditions. Vous voyez les limites de cet argument. Les limites de cet argument. Absolument. Je peux vous répondre. C'est vraiment rien à voir avec un exemple mal pensé. Les Américains ont pensé qu'avec des bombes, ils pouvaient démocratiser l'Afghanistan. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter avec les talibans. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Donc, comparaison n'est pas raison. C'est pas du tout pareil. Dans un contexte bien défini de l'Afrique australe, j'ai dit tantôt que l'Afrique du Sud avait vocation. Raison pour laquelle je dis qu'il faut creuser au niveau des questions géopolitiques et géostratégiques. On comprendra pourquoi ce monarque est toujours là. Revenons donc aux questions. Parce que l'Afrique du Sud en a besoin. Passer la parole, son opposition lui reproche d'affamer son peuple et de mener lui seul une vie dispendieuse. Il est le 15e roi le plus riche du monde selon Forbes, 100 millions de dollars de fortune, mais lui dit respecter avec constance la démocratie et les règles de l'orthodoxie financière. On écoute le roi Swati III. Every country wants to improve. Chaque pays veut évoluer et avoir une meilleure condition de vie. Un pays doit vivre selon ses moyens et selon le budget qui lui est alloué. Il y a un budget qui est toujours discuté et approuvé par le Parlement. Il faut s'en tenir à cela pour ne pas dépenser plus. You just live according to what you can afford. Monsieur Oumaba, nous l'avons vu, nous l'avions dit, les partis politiques sont interdits. On ne sait pas pourquoi, vous pouvez nous expliquer pourquoi. Son opposition, nous l'avons dit, lui reproche, effectivement, nous parlons quand même d'un royaume où 70% de la population vivent sous le seuil de pauvreté, pendant effectivement que le roi reçoit en cadeau d'anniversaire des jets privés. La question de la démocratie, quand on quitte le champ théorique pour rentrer dans la pratique, est-ce que là, au moins, on ne peut pas constater qu'il y a souci, puisqu'on a en face un roi qui vit relativement bien et qui exhibe d'ailleurs son goût pour le luxe, et avec en face son peuple qui, lui, est plutôt victime de la famine. Oui, mais cette même problématique, nous la retrouvons un peu partout dans le monde, y compris dans les puissances occidentales les plus développées. Nous savons très bien que l'avion que prendrait le président français ou américain n'est pas le même que l'avion dans lequel nous allons voyager. Donc le type d'avion n'est pas le même. Des fois, les cadeaux qu'ils reçoivent sont parfois dispendieux. Peut-être qu'ici, il y a des mécanismes de régulation qui n'existent pas encore chez nous. C'est la raison pour laquelle l'historicité de nos États, on ne peut pas la balayer d'une main. Ça, c'est le premier élément. D'une main. C'est le premier élément. Le deuxième élément de réponse que je voudrais vous apporter, c'est qu'on ne peut pas, nous, à partir d'ici, juger dans cette salle de
télévision, sur ce plateau, vouloir porter un regard critique dans un pays globalement même qu'on ne connaît pas ou qu'on a peut-être pas, dont on n'a pas foulé le sol. Deuxièmement. Troisièmement, du point de vue de l'objectivité de la connaissance des concepts, il faut les connaître pour pouvoir en discuter. Mais là, je suis désolé de le dire, je pense que mon vis-à-vis a un problème par rapport à la conceptualisation sémantique. Et à partir de ce moment-là, le débat est faussé, parce qu'on ne peut pas débattre. On pourrait débattre de façon pertinente. Non, si on on... non, laissez-moi. Il pense autre chose que laissez-moi vous dire. Non, laissez-moi terminer. Je ne le dis pas pour le diminuer, je ne le dis pas pour me glorifier. Je le dis tout simplement pour comprendre que j'ai du mal à suivre lorsqu'il parle de géopolitique et autres, parce que je suis complètement perdu dans un nuage. J'aurais voulu vous l'expliquer. Bon, maintenant. Je vais vous donner les éléments pour que je parle de géostratégie. On laisse M. Ba finir. Bon, maintenant, par rapport à la gouvernance du pays, on a vu qu'il y a des républiques par ailleurs qui connaissent des rébellions. Chez lui, il n'y a pas de rébellion. C'est vrai que les politiques ou l'opposition est presque inexistante, voire même inexistante, et ça c'est un souci. Même si on est dans une démocratie absolue, je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là, il faudrait qu'on aille vers une ouverture du système pour permettre d'aller vers une, comment dirais-je, une monarchie constitutionnelle beaucoup plus. Mais cela dépendra aussi, encore une fois là, des équilibres du système et de la maturité. Donc il va falloir un engrenage de système. Tout à fait. Maturité. Mais on ne peut pas, nous, ici, dire que ça doit se faire comme ça et ça devrait se passer comme ça. Ça, c'est pas possible. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est un pays qui a connu certes des goulots d'étranglement macroéconomiques et financiers. Mais malgré tout, nonobstant ces contingences, nonobstant le manque d'AGOA puis le retour à l'AGOA, on a un pays qui continue à avoir une certaine croissance, même si elle est faible. On est parti de 0. Voilà. Oui, voire même 2. Mais ce n'est pas rien. Et puis c'est un pays. Depuis 2016, 2017, l'économie reprend. Et c'est un pays qui partage 535 km avec deux États. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, utiliser par exemple les ressources côtières ou le potentiel côtier pour pouvoir développer toute son économie. Donc, dépendant de 430 km avec l'Afrique du Sud, nonobstant la partie Est, où il dépend de 105 km avec le Mozambique. Du Mozambique, je rappelle. Donc je pense qu'il faut prendre ça en considération et élaguer la question, comment dirais-je, des concepts et autres, pour qu'on aille maintenant dans un débat pertinent de fond. On pourra maintenant échanger sur le bilan ou ce qui devrait être fait pour que la population puisse aller vivre mieux. Et en termes de réformes économiques, de réformes politiques, mais aussi de réformes diplomatiques. Je rappelle que 85% des importations du Swaziland proviennent de l'Afrique du Sud. Et près de 60% de ces produits sont exportés vers l'Afrique du Sud. Ouma Ba dit quelque chose de très important, mais qui peut aussi choquer certains j'imagine comme vous, et le mot, il a dit maturité. Il y a des niveaux, des degrés dans le processus de développement et de mutation politique. Il y a des niveaux, qu'il ne faut pas brusquer. Et il pense qu'à chaque pratique correspond une forme de maturité. Est-ce que ça, vous pouvez reconnaître la pertinence de cette analyse? Mais si ça peut choquer certains Africains, je n'en disconviens pas. Je pars du principe qu'il y a une évolution. Il doit y avoir une évolution politique par rapport à un certain nombre de données internes de l'histoire et autres. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je voulais revenir sur la sémantique dont on parlait, mon cher ami. Non, je ne m'embrouille pas et je ne dis pas n'importe quoi. Lorsque je parlais d'une lecture géostratégique, je parlais tout à l'heure de l'ambassade. Est-ce que vous vous imaginez pourquoi l'ambassade est là? Moi, je connais la... Enfin, je peux me lancer là-dedans. Pourquoi il y a cette ambassade? Vous connaissez un peu la région. Pourquoi il y a cette ambassade? Parce que j'ai été longtemps dans la sous-région. Et ça a un lien avec... Il y a une poussée chinoise dont les États-Unis ont tendance à ne pas supporter en Afrique centrale. Et l'impact. Reconnaissez une chose. Tous ces pays en Afrique centrale sont très soucieux de leur souveraineté australe et de leur indépendance. C'est des pays qui ne pourront jamais accepter une base militaire venir s'implanter là. Or, il y a une poussée chinoise qui est là et la présence des États-Unis. La présence visible des États-Unis. Ostentatoire des États-Unis, mais c'est des grandes oreilles. C'est un message politique et géostratégique. Bien entendu. C'est des grandes oreilles pour suivre, bien entendu, ce qui se passe dans cette sous-région. Raison pour laquelle
c'est les États-Unis quasiment, raison pour laquelle je dis, je ne suis pas du côté des multinationales ou des grandes puissances, je suis du côté des peuples. Les États-Unis, pour eux, ils se consolent que ce soit un monarque absolu, à la rigueur, excusez-moi le terme, je passe passez-moi le terme, ils s'en foutent. L'essentiel est qu'ils ont réussi là à mettre en place des grandes oreilles qui surveillent quasiment ce qui se passe dans la sous-région, qui est à l'intérieur même de l'Afrique du Sud, quasiment. Donc, raison pour laquelle j'ai parlé de la géostratégie. Cette présence est liée, je pense, à cela. Non. Mais le jour, je finis par un exemple, je peux peut-être me tromper. Oui. À l'époque, la Guinée-Bissau, qui était quasiment devenue un narcotrafiquant. À un moment, pourquoi les États-Unis ont décidé une plaque tournante. Une plaque tournante. Mais à un moment, c'est les États-Unis qui ont poussé le Sénégal à intervenir. Pourquoi? Parce que ça commençait à menacer les intérêts des grandes puissances. Alain Jules Meunier, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat et M. Mafimba aura l'occasion de vous répondre. À tout de suite.